Alors, Messaï Hajj, on en parle de plus en plus à la faveur des débats mémoriels, et beaucoup de jeunes demandent qui est vraiment Messaï Hajj. Messaï Hajj était né en 1898 à Tlemcen, et dans une famille qui était proche de la Zawiya Darqawiya, dont il a fait partie en tant qu'adolescent, parce qu'il avait fait des études jusqu'au certificat d'études primaires, et donc il est adolescent et était chargé par le Muqaddam de la Zawiya de Tlemcen de faire des revues de presse pour les autres adeptes de la tariqa, qui étaient évidemment c'était la vie spirituelle, la solidarité, mais ils étaient intéressés par ce qui se passait dans le Rif. La première révolte dans le Rif était menée par l'émir Abdelmalek, un des fils de l'émir Abdelkarim, qui était chef de la police de Moulay Hafid, le roi du Maroc, et qui, dès les débuts des hostilités, a mené une insurrection contre la France et l'Espagne dans le Rif, 6 ans avant l'émir Abdelkarim. Donc il y avait un intérêt de l'opinion algérienne pour ce qui se passait dans le monde, au moment où le gouvernement général veillait à isoler l'Algérie du reste du monde, notamment le monde musulman. Et Messali a joué un rôle localement. Et après, il a fait son service militaire en France, notamment à Bordeaux, où, quand il est rentré, tous les permissionnaires ou les démobilisés rentraient dans leur famille. Or, lui a été longuement interrogé par la police à son retour au port d'Oran, parce qu'il était suivi et on le suspectait d'avoir joué un rôle occulte dans les casernes pour sensibiliser les troupes. Et la police a reconnu déjà en lui le rôle de leader, donc à l'âge de 22 ans. Mais en 1923, il décide de revenir en France, où il trouve un emploi dans une usine où il a habité la rue du Repos, qui est à côté du Père-Lachaise. Et une fois, il s'est ouvert à son employeur et il lui a dit « Moi, je m'ennuie le dimanche, je ne sais pas quoi faire ». Et son employeur lui a indiqué la fraternité musulmane. Il lui a demandé d'aller voir Christian Cherfis. Il a assisté à une des conférences de Christian Cherfis dans le 9e arrondissement, où il était séduit par la culture, l'érudition, vraiment la politesse de Cherfis, mais il a dit ça ne me satisfaisait pas, ils sont trop apolitiques. Et donc, il était en recherche pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il décide d'adhérer au Parti communiste français, dont il a fréquenté l'école des cadres de Bobigny. Donc il a commencé au nom d'une conscience de classe qui a surpassé sa conscience nationale déjà embryonnaire, du temps de l'interpellation par la police au retour du service militaire. Mais très rapidement, il quitte le PCF, qui était très paternaliste, et qui a changé de politique vis-à-vis des colonies après la guerre du Rif. Le Parti communiste a mené une campagne très active contre la guerre du Rif, ce qui lui a attiré tous les ouvriers musulmans qui n'étaient pas des prolétaires, c'était des fils de familles déchues qui avaient le souvenir de la position locale de leur famille, qui avaient une culture islamique. Ils venaient des régions abandonnés par la France où ils n'ont fréquenté que l'école coranique. Ils avaient une sensibilité religieuse, plus un sentiment national naissant. Et Messali, il quitte le Parti communiste et il devient secrétaire général de l'Étoile nord-africaine créée en 1924. Et selon les témoignages de Belroul recueillis par Mahfouz Kadesh, l'émir Khaled, avant son expulsion, il a recommandé de l'appeler l'Étoile nord-africaine islamique. Mais Abdelkader Hadj Ali a dit on a retiré le mot islamique pour ne pas avoir les foudres laïcistes. Mais donc ça en dit long sur l'orientation islamique voulue par l'émir Khaled. Or, Messali, tout communiste qu'il avait été, est revenu
à ce que recommandait Khaled quand il a rencontré l'émir Sheikh Barslan en 1935 au Congrès des musulmans d'Europe, où il a représenté les Français, musulmans de France et l'Algérie. Et là, il a rencontré aussi Haïdar Bamat, qui était un ami de Sheikh Barslan, qui l'a renseigné sur les carnages au Kazakhstan par l'armée rouge. Et donc il s'est éloigné définitivement, selon un rapport de police de 1934. Messali a transformé l'étoile nord-africaine en parti nationaliste musulman. Et là, après, c'était devenu dangereux. L'étoile nord-africaine a été interdite 2 fois. Et en 1937, il crée le PPA à Nanterre. Et le 11 mars 1937 est célébré par l'immigration de la région parisienne. C'est dans un local très modeste que le PPA a été créé. Et à partir de là, à partir de la fin du rejet du projet Bloom-Violette, que l'étoile nord-africaine et le PPA se sont implantés en Algérie. Au début, ils n'étaient implantés qu'en France. Et à partir de là, ça a fait boule de neige. Le PPA avait des... C'est parce que l'opinion musulmane était en attente. Il était préparé par les ulama qui s'en tenaient aux religieux et culturels, même s'ils n'en pensaient pas moins. Et quand quelqu'un vient avec un programme d'indépendance, il a suscité des adhésions de plus en plus nombreuses. Mais Messali, après 1946, il a rencontré Salam Abdelrahman Azam, le secrétaire général de la Ligue arabe, qui lui a conseillé d'abord l'internationalisation de la cause des peuples nord-africains, parce que l'ONU siégeait à Paris chaque année, et la Ligue arabe avait droit à une délégation, et Messali fournissait des documents à Azam qui plaidait au nom de la Ligue arabe à l'ONU. Et il lui a conseillé la création de l'OS, organisation spéciale, en février 1947, donc ce qui prouve qu'il n'était pas contre la lutte armée, contrairement à ce qu'il lui reprochait par ses adversaires qui s'en tiennent à la polémique de 1953 à 1954, et la participation aux élections organisées par la France en Algérie. C'est ce qui a valu au MTLD, qui était la façade légale du PPA interdit. Et il a eu une dizaine ou une douzaine de conseillers municipaux à Alger, à qui Messali reprochait s'être embourgeoisé. Et c'est ce qui est à l'origine de son conflit avec le comité central, qui est devenu assez sérieux en 1953 et qui a éclaté en 1954, au moment de la création du CRUA. Le CRUA, c'est le comité révolutionnaire pour l'unité et l'action qui préparait l'insurrection. Et tous les membres du CRUA ont mis au courant Sid el-Hadj, comme on l'appelait, parce qu'on avait une révérence pour Messali. Or, celui qui avait le plus de chances de convaincre Messali, c'était Ben Bella à partir du Caire. Et cet épisode est mal connu. Ben Bella lui a envoyé Tawfiq Chaoui en juillet 1954. Et Messali n'a pas dit non, il lui a dit je vais envoyer mes 2 principaux adjoints. Il a envoyé Filali et Mezrana, qui sont partis au Caire et qui ont négocié avec le FLN du Caire la création du Front de libération de l'Algérie en février 1955. Donc Aït Ahmed Khidr et Ben Bella, au nom du FLN, ont accepté d'adhérer à un mouvement plus large qui intégrait les ulama, représentés par le Cheikh Bachir, le Wartilani, les centralistes, Yazid El Ahwal, l'UDMA, représenté par Ahmed Biyoud, à ne pas confondre avec le Cheikh Biyoud, et les représentants de Messali. Donc ça montre que Messali voulait participer à la lutte armée, mais pas dans n'importe quelle condition. Or, les représentants de Messali ont été tous arrêtés en juillet 1955 par les services spéciaux égyptiens. Et ça a mis fin à cette participation de ce qu'on appelle
appelle les Messalistes, le MNA, à l'insurrection, mais de façon unitaire. L'explication, une des explications, c'est le cavalier seul de Chadli el-Mekki, le représentant de Messali en Orient depuis 1945, qui a été à titre individuel à Bandung, la conférence de Bandung d'avril 1955, où il a remis des lettres à Nehru, qui avait rencontré Messali en 1928. Et quand Nehru a parlé à Nasser des messages de Messali, Nasser était indisposé. L'homme que préférait Nasser, c'était Ben Bella. Et comme il y a eu d'autres initiatives de Chadli el-Mekki, les services spéciaux ont décidé de les arrêter. Et c'est ce qui a mis fin à ce front qui aurait vraiment donné un autre visage à la guerre d'Algérie et évité la guerre fratricide MNA-FLN qui aurait fait 30 000 morts, dont quelques milliers en France. Donc voilà ce qu'était Messali. C'était un stratège, un grand stratège qui faisait l'objet d'une grande révérence de tous les militants qu'il a formés lui-même. Ben Bella, à sa sortie de prison, a tenu à aller se recueillir dans sa tombe à Tlemcen, au cimetière de Sidi Snoussi, pour dire lui-même, au retour du Maroc en 1992, a rendu hommage à Messali. Il a dit on a été trop injuste avec lui. Et donc c'est des luttes pour le pouvoir qui ont éloigné Messali de la lutte armée et qui ont conduit à des accusations qui persistent encore, consistant à dire qu'il avait peur de la lutte armée, mais la vérité historique est très différente. Et on a des anciens partisans de Messali qui ont des fonds documentaires très riches, qui peuvent faire l'objet d'études par des Master 2 ou même des thèses par des jeunes musulmans instruits de France. Et Messali fait partie des leaders du monde musulman. Pourquoi? Parce que quand il est parti au pèlerinage en 1951, il a été admis comme vice-président du Congrès musulman de Karachi, alors qu'il n'a jamais mis les pieds au Pakistan. On a vu son aura au Caire. Et le Cheikh el-Bachir, qui est parti l'année d'après, a eu la deuxième vice-présidence. Il n'y a aucune commune mesure entre l'érudition et le savoir islamique de Cheikh el-Bachir, mais Messali, avec le peu qu'il connaissait en arabe dialectal, a eu ce premier poste parce qu'ils ont vu sa stature et de grand stratège qui avait le sens des alliances et qui a été le précurseur dans la recherche des alliances avec l'Orient. Et un grand historien marxiste m'a dit, il n'a jamais écrit, sans la solidarité du monde arabo-musulman, la révolution algérienne n'aurait jamais réussi. Et celui qui a eu le pressentiment de l'utilité de cette alliance, c'est Messali el-Hadj.